Merci beaucoup pour cet exposé vraiment passionnant qui pose une question fondamentale, me semble-t-il, pour terminer, et qui en plus a pris exactement 20 minutes. Donc, je vous en remercie. Donc, tout le monde peut poser une question. Enfin, celui qui veut peut poser une question, s'il vous plaît. Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi, mais peut-être M. Dehaene pourrait nous expliquer. Y a-t-il une relation entre la règle de croissance propre aux pygmées durant leur première enfance et la culturation qu'ils reçoivent par la culture sur leur bagage génétique? Non, il n'y a pas une règle de croissance, c'est-à-dire qu'il y a la particularité de leur croissance, c'est qu'il y a un taux de croissance très bas, c'est-à-dire la quantité de centimètres qui grandissent par mois est beaucoup plus bas que dans une population standard. Mais après, tous les autres paramètres disons, des variables de vie, c'est comme chez nous. C'est-à-dire, première grossesse en moyenne vers 16 ans, intervalle entre la naissance de 2 ans et demi, il n'y a pas de différence de croissance, sauf ces particularités qui va définir un phénotype adulte particulier. C'est parce que tu as touché au processus épigénétique. Tout à fait, exact. Qui pourrait être lié aussi à la religion. Oui, c'est-à-dire, je pense que justement, je me demande, justement, ça c'est que j'ai voulu intégrer, justement, les concepts de recyclage neuronal, de l'CDN, justement, qu'il y a des étapes dans lesquelles on est en train de construire les connexions cérébrales. Et c'est à ce moment-là que j'ai justement, c'est l'épigénèse du jeune enfant. Et donc, est-ce que la culture est en train de guider quelques connectivités cérébrales de la façon que si j'ai compris, ça les guide aussi pour le langage. C'est extrêmement intéressant, c'est une sorte de laboratoire d'épigénétique. Oui. Une question de Monseigneur Sanchez à présent. Oui. OK. Fernando, je me demande si vous pensez que ce type de pygmées, etc., a quelque rapport avec les anciens, notre ancien original. Il était quelque analogie pour faire Et il faut savoir que les groupes chasseurs-cueilleurs actuels sont très divers. Donc, aucun peut être pris comme un exemple des groupes ancestrales, originaux. C'est-à-dire, justement, c'est là, et là, je donne dans mon interprétation, bien évidemment, un peu différente que M. Lequelec, je donne beaucoup de force à l'environnement. Donc, là, c'est pour ça que je pense que tous ces aspects particuliers des pygmées, que c'est un rapport à la forêt, bien évidemment, ils habitent dans la forêt, on est entouré, ce n'est pas possible d'échapper à la forêt. Et donc, ces rapports, je pense que c'est très fort dans tous les groupes chasseurs-cueilleurs, l'environnement. Ils dépendent directement de l'environnement, beaucoup plus qu'un agriculteur ou un pastoraliste, ou encore moins industrialisé. Mais c'est ça, c'est la seule chose que je peux, disons, extrapoler, c'est ces rapports, peut-être des rapports avec l'environnement. Mais je ne peux pas dire que, comme chez les pygmées, c'est partout pareil, parce que c'est très différent des différents groupes de chasseurs-cueilleurs. Donc, si on fait l'anachronie, encore c'est plus difficile. Mais en tout cas, ce que je me demande toujours, c'est la possibilité d'acquérir ou de cette compréhension de l'autre. Et si on passe au passé, je pense qu'on est encore beaucoup plus limité. Elles sont originaires de l'Afrique, ils sont partis de l'Afrique, l'Europe est tournée à l'Afrique. Qui est le pygmée? Non, le pygmée, c'est justement, et d'après la génétique de la population la plus ancienne, les premiers embranchements dans l'Homo sapiens, semblerait que c'est les Khoisan. Et ensuite, c'est les pygmées, justement. C'est pour cela que les pygmées, ça c'est la génétique de la population qui l'a démontré. C'est extraordinaire parce que c'est vraiment un groupe, une lignée humaine, soit pygmée de l'Ouest, soit pygmée de l'Est. C'est une lignée humaine qui s'est distinguée des autres lignées africaines
Bon, j'ai dit 60 000 ans, mais bien évidemment, génétique et population, ils donnent toujours une fourchette. Mais ça va entre 110 000 et 46 000 ans. En tout cas, ce qui est important, c'est cette unité des groupes pygmées avec leur origine. Ça, c'est très important, qui va au-delà des aspects biologiques, c'est aussi pour l'utilisation du terme pygmée, parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'on ne peut pas utiliser le terme pygmée. Et le terme pygmée a une identité propre du point de vue socioculturel par rapport à tous ceux qui ne sont pas pygmées, et aussi pour un niveau génétique. On a encore le temps pour une question, Monsieur Duhaime. Ça fonctionne. Donc, je voulais peut-être juste essayer de préciser et de mieux comprendre aussi quel usage vous faisiez de cette idée de recyclage neuronal. Mon idée, étayée par un certain nombre d'expériences dans le cadre de la lecture, c'est qu'il y a effectivement une plasticité du cerveau humain qui est beaucoup plus grande pendant beaucoup plus longtemps que dans d'autres espèces de primates et dans d'autres espèces animales. La période d'enfance est étendue jusqu'à 18 ans, 20 ans, 25 ans pour les régions du cortex frontal. Et bien sûr, des régions associatives continuent d'être plastiques. Alors, ce que nous avons vu, c'est que des apprentissages culturels, comme apprendre à lire, en fait, réorientent une partie de la fonction de régions qui sont proches de la fonction désirée, mais qui peuvent s'adapter. Donc, dans le cas de la lecture, ce sont des circuits qui s'intéressent à la reconnaissance des objets, qui se réorientent pour la reconnaissance des caractères et qui se mettent en connexion avec les aires du langage. Ce qui est important de comprendre, mais je crois que c'est ça auquel vous faisiez allusion, c'est que suivant les circuits, la plasticité va se fermer à différents moments. Et donc, pour la lecture, on ne sait pas très bien, mais on pense que ça devient beaucoup moins plastique à l'âge adulte et c'est très difficile d'apprendre à lire de façon fluide à l'âge adulte. Pour les circuits du langage, c'est encore plus tôt. Et là, il y a beaucoup de données qui suggèrent que si on est privé de langue maternelle avant 20 mois, c'est ce qui est dit, on ne va pas acquérir une langue normale et il va y avoir des déficits syntaxiques en particulier tout au long de la vie. Et pour la seconde langue, c'est plutôt à la puberté, mais il y a un écroulement progressif et puis au niveau de la puberté, ça s'écroule beaucoup plus rapidement. Et donc, on va avoir un accent étranger si on n'a pas appris suffisamment tôt à parler une langue. On va aussi avoir une syntaxe inappropriée pour une seconde langue. Et dans tous ces domaines, on inscrit des représentations culturelles dans des réseaux parce qu'ils sont suffisamment plastiques. Alors, dans le cas des représentations religieuses, c'est vraiment une question intéressante. Est-ce qu'il y a une perte de plasticité? Il faudrait que c'est seulement dans l'enfance, ou il faut être imprégné dès l'enfance d'une culture religieuse pour ne pas avoir d'accent étranger, si je puis dire, dans cette culture. Je ne sais pas si c'est la question que vous posiez. Oui, c'est complètement hypothétique. Il y a un mécanisme biologique, comme vous l'avez décrit. Est-ce qu'il s'applique aussi par des aspects socioculturels? C'est une question, une hypothèse à tester. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a certains domaines dans lesquels il ne semble pas y avoir autant de périodes critiques. Et par exemple, on peut continuer à apprendre du vocabulaire tout au long de notre vie. Et on ne peut pas dire qu'on comprenne aujourd'hui pourquoi certains domaines du langage sont très fermés et se ferment autour de la puberté, et puis d'autres restent ouverts, comme le langage ou l'apprentissage de concepts nouveaux. On a tous appris des mots comme, je ne sais pas, fax, plus tardivement dans la vie, pas dans l'enfance. Ça ne pose pas de difficulté. Donc, j'aurais plutôt tendance à penser que les systèmes conceptuels restent ouverts pendant longtemps. Mais force est de dire que ce n'est pas très bien connu sur le plan biologique. Bien, merci beaucoup. Je pense